constitution chimique, je vais aller vite. Regardez différents pétroles ou différents produits pétroliers. Ici, on a la gasoline, on a du pétrole léger, du dilbit, du bunker qui est du lourd. On peut voir que la densité de ces pétroles-là varie du plus léger, ici 720 kg par mètre cube, jusqu'au plus lourd, plus de 1000 kg par mètre cube. On sait que la densité de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Si c'est plus lourd que l'eau, ça s'enfonce dans l'eau. Si c'est plus léger que l'eau, ça flotte. Donc, on a la viscosité, du moins au plus visqueux, etc. On sait que la gasoline, c'est très peu visqueux, contrairement à l'huile lourde, l'huile de mazout lourde. Il y a des facteurs de 100 000 pratiquement. Point d'allumage, solubilité dans l'eau, etc., etc. Mais je ne veux pas vous endormir avec tout ça. Ce comportement des produits pétroliers, une fois dans l'environnement, ça peut être soit dans le sol, soit sur l'eau, soit dans l'air, ça a des comportements différents. Donc, évidemment, un brut léger va s'étaler rapidement, va s'évaporer rapidement, etc. Et comment on va agir? Eh bien, il faut nettoyer efficacement et on peut récupérer à peu près un tiers de la masse qui a été déversée. Ça, c'est tiré du rapport de M. Harvey pour la MRC de Dautrey. Et bien, évidemment, ce n'est pas la même chose si on a moyen ou lourd. Pour un mazout lourd, un pétrole lourd, c'est difficile en tout temps à nettoyer. Possibilité d'une contamination des sédiments, etc., etc. Là encore, dans un milieu tourbeux, il y a encore d'autres détails qu'on peut avancer, mais je vais passer vite, vous pourrez lire. Bon, ce qui est plus intéressant maintenant, c'est la quantité de diluant qu'on a besoin pour transporter le pétrole. Quand on le transporte par oléoduc, on a besoin de 30 à 40 de diluant. Parce que l'oléoduc, c'est comme une station de compression qui pousse, mais pour pousser ça sur des grandes distances, il ne faut pas que ton liquide soit trop visqueux. Donc, 30 à 40 de diluant. Pour le rail, 15 à 25 et la tendance est à la baisse. Pour le camion, je ne sais pas. Et pour le bateau, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop visqueux non plus, sinon on ne serait pas capable de le sortir du bateau. C'est de l'ordre, je croirais, entre 10 et 15 Mais avant de se rendre au bateau, il passe par un des deux autres, c'est de toute façon. Oui. Donc, ce serait, à moins d'avoir des champs gaziers, comme il arrive en Californie, sur le bord de mer, ça peut arriver aussi, mais ce que tu dis, tu as raison, à 90 du temps, il y a déjà un autre mode de transport. Oui. Ils peuvent récupérer le diluant. Oui. Ils le récupèrent de différentes manières. Soit ils le récupèrent à l'autre bout, soit ils le récupèrent au port, s'il y a une capacité de raffinage, capacité de. Comme je dis, des fois, c'est des installations pétrolières, mais tu as tout, là. Tu as des terminaux, tu as des réservoirs de stockage, tu as des colonnes à distillation, tu as toutes sortes de choses qui permettent de le faire. Mais ce qui est important, c'est de voir que déjà actuellement, il y a 220 000 barils par jour de diluant qu'on importe. Donc, ça vient quelque part. Donc, il y en a 130 000 qui viennent par train du Dakota du Nord, parce que là où ils exploitent le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis, bien évidemment, il existe des endroits où tu as du gaz et du pétrole, mais avec quelque chose de léger, qu'on appelle des condensats. Puis ces condensats-là, c'est du diluant, en fait. Ce sont des chaînes, des hydrocarbures à courte chaîne. C'est pas gazeux, c'est pas solide, c'est liquide. Donc, avec un liquide, on peut évidemment, on ne parle pas de solubiliser, on parle de fluidifier le bitume ou les pétroles lourds. Un peu comme l'hexane. Je pense. L'hexane est utilisé. L'hexane est un diluant. Mais on ne l'utilise pas pur parce que ça coûterait probablement beaucoup trop cher. Mais le diluant, déjà, il se vend déjà beaucoup plus cher que le pétrole ou le gaz naturel. Il y en a 20 000 barils par jour qui sont importés du terminal de Kitimat, qui sont importés par train. Il y en a 70 000 barils par jour qui sont importés par oléoduc, par Enbridge et le Kinder Morgan. Aussi, il y a un conduite à part
qui est juste dans l'emprise, elle ici, qui transporte que des condensats, que du diluant. Et tout ça, c'est en direction, évidemment, du nord ou du centre de l'Alberta. Donc, comme on peut voir ici, là, les condensats sont en baisse. On en produit de moins en moins au Canada. Mais la demande, elle augmente, elle explose. Donc, tantôt, je parlais de l'ordre de 300 000. Ça va atteindre 900 000 barils par jour. Donc, il va falloir tripler. Donc, ces condensats-là aussi vont se promener là, sur nos chemins. Il faut comme les rajouter. C'est comme si on rajoutait au pétrole de l'Ouest, on rajoute un 20 à 30 quelque chose près. De diluant. Pour les oléoducs, on a besoin de. L'oléoduc, c'est comme une machine, il faut le voir comme ça. Ça fonctionne avec des critères précis. La température, elle est entre 4 et 50 degrés. La pression dans l'oléoduc, c'est entre 3 et 100 fois la pression atmosphérique. Et la densité du liquide qui circule, entre 910 et 940 kg par mètre cube. C'est très précis, c'est très étroit comme marge. Et la viscosité, elle doit être inférieure à une certaine viscosité, qui est exprimée en mètres carrés par seconde. La proportion de sable et d'eau doit être inférieure à 0,5 degrés. Et la densité volumique, comme je vous l'ai indiqué, elle doit être entre 910 et 940. Si elle est supérieure, ça ne rentre pas dans le pupinier. La pupinière a dit non, on n'en veut pas de ton pétrole. Arrange-toi pour qu'il soit comme ça. Là, il va pouvoir rentrer dans le tuyau. Puis ça va aller à nouveau. Il y a déjà quelqu'un dans une réunion qui m'a dit que quand tu parlais de la température d'opération entre plus 4 et plus 50, Oui. il y en a un qui m'avait dit que la brute qui passe là-dedans, dans l'éoléoduc, c'est comme trop chaud en haut, il y a un projet qui pousse à cause de ça, à cause de la chaleur générée par l'éoléoduc. Toi, tu en as parlé aussi peut-être qu'il pendant des herbicides là, pour empêcher les choses de pousser là, Ouais. dans l'emprise. Ouais. C'est quoi ton opinion là-dessus au niveau de la chaleur des C'est sûr que si tu as des chaleurs, déjà, si tu as une chaleur plus importante à quelques mètres de distance, ça va modifier la culture ou l'organisation de la flore là, à proximité du gazoduc. Parce que là, c'est des arguments morts à dire à nos agriculteurs à Trois-Rivières que c'est eux qui cultivent, ou ce que l'emprise sur le terre de l'éoléoduc. Il n'y a pas rien qui va pousser, c'est sûr, ça va être trop chaud, il va peut-être mettre des herbicides. C'est sûr que c'est peut-être une différence aussi avec le gazoduc. Le gazoduc n'a probablement pas les mêmes critères d'opération que le léoduc. Ça sera à vérifier. Mais déjà, on commence à avoir une expérience intéressante avec Pipeline Saint-Laurent. Après peut-être 3-4 ans, ou je ne sais pas combien d'années d'usage, on peut déjà voir comment les cultures sont affectées le long du tracé du Pipeline Saint-Laurent. Oui, c'est Montréal, c'est sûr que eux, c'est peut-être pas le même pétrole. Peut-être que c'est du pétrole en bonne partie raffiné, je ne sais pas, qui est déjà mieux caractérisé. Mais là, il va y avoir l'inversion de la bridge. Et quel pétrole va circuler, je ne sais pas. Mais là, si c'est entre 4 et 50 degrés Celsius, quand il y a des hivers, là, il y a eu des hivers où ça a gelé 7 pieds profond en terre. Comment ils peuvent contrôler la température de ça? Il doit y avoir de la dilatation de tuyau. Écoute, là, c'est pas épais. Là. Moi, je me souviens, c'était 1,2 cm. Ouais. Comment le tuyau peut réagir et est soudure? Ben, c'est surtout les soudures qui m'inquiéteraient. Tu sais, écoute, c'est et ça. aussi la corrosion. Mais en ce qui concerne l'acier, au niveau mécanique, ça, je ne vois pas de problème. Oui, mais comment ça peut tenir la chaleur à 4,50? Ben, c'est le maximum, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont garder 50 degrés. Non, mais 4 degrés, là... Ça veut dire que l'été, en plein milieu de la Saskatchewan, dans des journées à 40, tu peux dire que ça peut être à 50 parce que déjà, tu as beaucoup d'agitation mécanique là, à partir des stations de compression là, dans le tuyau. C'est quand même, la pression est forte, ça se déplace. Un gros tuyau comme ça, à 10 km/h, ça fait des tourbillons, on peut dire. Donc, moi, le 50 degrés, je ne crois pas qu'ils veulent pas chauffer ça à des températures comme ça. Ça leur coûterait trop cher. Non, pas à 50 degrés, mais je veux dire, si ça gèle à 7 pieds, là, OK, comment tu peux... Ton gaz, là, ton liquide à 4 degrés, ça va être difficile à maintenir.
Mettons que le liquide est à 10 degrés. Oui. C'est ça, je veux dire, ton contrôle de température, là, il est assez spécial. Là. Ils ne sont pas intéressés par le contrôle de température. J'ai posé la question. Ok. La Ils doivent le faire, température, elle est la probablement contrôlée à différents endroits le long du tronçon. Mais tant que ça respecte ces critères-là, qui sont très larges, j'ai l'impression que ça part jusqu'au bout. Si le critère n'est pas respecté, bien là-bas, au bout, le client, là, il va dire Hey, tu sais quoi, comme pétrole, tu m'envoies là, il n'y a pas les mêmes propriétés que d'habitude. Ils doivent le diluer plus à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça tombe, comme je disais tantôt, dans une seconde catégorie. Là. Non, c'est une question de poser, parce que tu as toujours de. Mais en ce qui Dans le concerne la mécanique, moi, j'ai pas trop de crainte. C'est en ce qui concerne comment ça affecte les cultures. Il faut quand même se dire qu'il y a quand même plusieurs centimètres peut-être entre les racines et le tuyau. Puis même là, au-dessus du tuyau, c'est perdu, d'après moi. C'est des sections qui ne devraient pas être considérées par le propriétaire parce que TransCanada, c'est justement ce qu'elle évolue avec l'UPA et d'autres spécialistes. Si ta terre, là, tu cultives, ça te rapporte tant, ben, je te donne tant, un peu plus. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est difficile pour le propriétaire de dire Hey, regarde, ça pousse pas bien au-dessus du tuyau. Ben, écoute, c'est normal, c'est compensé pour. Une diffusion de chaleur aussi, ça se répand jusqu'où. La diffusion, je ne sais pas si elle ne doit pas être bien grande dans un sol sablonneux, surtout. Je ne sais pas jouer. Puis pour les comparaisons, est-ce qu'ils compensent juste la section qui passe ou comme mettons Juste la section qui passe. Fait que si ça coupe le terrain puis ça fait qu'il faut qu'il fasse plein de détours puis des plus de frais, ils ne compensent pas cette Ben section. là, le propriétaire, c'est de négocier. Il peut négocier à la pièce ou alors prendre une entente à l'avance avec TransCanada ou alors aller à l'Office national de l'énergie puis se présenter. Mais en général, à l'Office national de l'énergie, c'est plus pour le tracé. Bon, ici, j'ai différents diluants utilisés pour le bitume, le pétrole lourd de l'Ouest. Donc, on a différentes densités, comme on peut voir, 675 pour un condensat, puis ici 861 pour ce que j'appelle le Synbit, ce que Suncor fabrique, là, raffine. Donc, c'est une densité qui est beaucoup plus faible que le pétrole. Et en mettant les deux ensemble, comme on va le voir plus loin, on va avoir la bonne densité. Ici, on a, pour le dilbit, on a du bitume à 75 %, du condensat à 25 %. Densité 1010, condensat 720, ça donne 936. On est dans la fourchette désirée par la pépinière. Viscosité 760 000 centistoles. Condensat 0,6 centistoles. Tu mets les deux ensemble, c'est pas juste une addition. Ça ne se calcule pas comme ça. Ça donne 350 quand on le mesure. Donc 350 centistoles, pas de problème. Tu peux le faire circuler dans ton pétrin. Donc, la proportion de diluant dépend du diluant. Comme je peux vous le montrer, parce qu'ici, on n'a pas exactement la même chose. On a 51 de bitume, 48 de pétrole synthétique pour arriver à 940, donc dans les bonnes, la bonne fourchette de densité. Et en ayant la bonne fourchette de densité, eh bien, notre viscosité est inférieure. Mais il faut que tu respectes les deux critères. Donc, tu prends celui qui est le plus facile à aller chercher. Donc, le plus facile à aller chercher, c'est la densité. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus d'huile synthétique pour ton mélange, puisque 48 suffit. Donc, c'est un peu le principe. Les deux, ils se mélangent parfaitement ou il faut quand même de l'effort pour. Étant donné que c'est des mélanges de mélanges, j'ai comme tendance à croire qu'ils ont fait des tests suffisamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de séparation de phase. C'est sûr. Est-ce que l'agitation dans le tuyau, les stations de compression, est-ce que tout ça permet de garder une certaine homogénéité? Probablement, puisqu'à l'autre bout, quand ils récupèrent les lots, ils ne chiolent pas. Ou alors, ça dépend peut-être que dans la raffinerie, peut-être qu'elle se dit, bon, peu importe, moi je vais m'organiser pour arranger ça droit. leur remettre mon produit pour être
toute façon, le produit est brut quand même. Ce n'est pas un produit raffiné, ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser directement dans notre voiture. Mais je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais il semblerait que ça ne doit pas se séparer de phare rapidement. Sinon, on aurait des dépôts, on aurait toutes sortes de problèmes. Puis, ce qui est important, c'est que si tu as une station de compression en Alberta ou en Saskatchewan, il faut que le produit qui arrive au Québec soit à peu près le même avec les mêmes propriétés qu'Idiskouchili. Sinon, ça ne marcherait plus. La machine ne fonctionnerait pas. Bon, je passe là-dessus. Là. Il semblait dire, l'ONE, qu'il y aurait de plus en plus de synbit au lieu du dilbit, en tout cas, sur des détails. Ici, intéressant, c'est qu'on a toute une série de produits dilués. Et puis, on peut voir dans la densité, qui est toujours dans le même ordre de grandeur, entre 920 et 940 kg par mètre cube. On a ici la quantité de soufre. 4 5 3 2 c'est quand même pas négligeable. Malgré le fait qu'ils ont déjà enlevé beaucoup de soufre, il en reste pas mal. En poids, le 5 ça fait quand même pas mal. Ça, ce sont des sédiments. Ensuite, tu as la dernière colonne que j'ai mis en rouge parce que c'est celle qui m'apparaît la plus importante. C'est 4 produits qu'on appelle le BTEX. Donc, tu as le benzène, toluène, éthylbenzène et xylène, je crois. Et ces 4 produits-là sont des produits reconnus cancérigènes pour l'être humain et pour beaucoup d'autres organismes. Et on peut voir qu'on a en volume l'ordre de 1 C'est-à-dire que si tu as 100 barils de pétrole qui sont déversés dans la nature, tu te retrouves avec un baril de benzène, qui, on le sait, est cancérigène à de très petites quantités, très petites concentrations. Donc, c'est quelque chose d'important. En plus, il y a des produits volatiles, et c'est pourquoi, quand il y a un déversement, tu ne te pointes pas là sans protecteur respiratoire. Sinon, tu vas en avoir dans ton organisme, et c'est très nocif. Ça donne mal à la tête, c'est pas là. Je vais passer là-dessus. C'est toujours différents produits, des caractérisations. Bon. Qu'est-ce qui arrive une fois que c'est à la surface de l'eau? Il peut y avoir différents phénomènes. Un phénomène d'évaporation. Ça peut se dissoudre, ça peut se disperser, ça peut tomber dans le fond, la sédimentation. Ça peut se dégrader, se biodégrader, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes d'organismes dans l'eau qui peuvent être intéressés par certains constituants de ces produits-là. Et tu as un étalement latéral, évidemment, sur ton plan d'eau. Et il y a différentes études qui se sont faites depuis quelques années pour caractériser les dilbits. Les dilbits, je vous rappelle, c'est le pétrole bitumineux dilué avec une certaine proportion de diluant. Condensés. Les condensats. Donc, ici, on a, en fonction du temps, quelle est la quantité évaporée. Puis, comme on peut voir pour 2 dilbits, eh bien, ça s'évapore à hauteur d'environ 20-25% est évaporé. Évidemment, ça correspond à peu de choses près à la concentration de diluant. Dans le cas d'un pétrole de densité intermédiaire, on peut voir qu'il peut y avoir 5% qui s'évapore. Parce que le pétrole, c'est un mélange aussi. Tu retrouves des petites chaînes, des grandes chaînes. C'est un mélange de centaines de produits chimiques. Ici, c'est en fonction de la température, on a la densité. Ce qui est important aussi de noter, c'est que quand la température se réchauffe, la densité diminue. Donc, ça a tendance à flotter, si on peut dire. Mais quand la température se refroidit vers 0, ça a tendance à être plus lourd. Donc, ça a tendance à tomber. Et ça, les expériences ne sont pas toujours faites à 0 degré. Elles sont souvent faites à 15, 20, 25 degrés Celsius. Là, dans le golfe du Mexique, ça devrait être probablement à peu de choses près des températures. Mais ici, dans le golfe du Saint-Laurent ou même dans le fleuve, ça se maintient plutôt à 5 degrés. Donc, pour nous, là, tu vois, il faudrait examiner plutôt les différents comportements à cette température-là. Bon, c'est pas toujours dans le milieu marin ou en milieu fluvial, ça peut être aussi sur les sols, mais là, les expériences étaient faites en milieu marin, comme l'indique le rapport d'Environnement Canada. On peut voir ici pour toute une série de diluants. Ils ont fait des études avec
plus de matière minérale ou moins de matière minérale, on a un peu plus comment on pourrait dire, de sable ou moins de sable, en présence de dispersants ou non. Ici, on voit DISP, c'est des dispersants. Puis quand on utilise le dispersant, bien, on en retrouve dans toutes les phases. Là, dans le cas d'une colonne d'eau, on a 3 phases. On a le fond du plat, si on peut dire, on a la colonne d'eau et on a ce qui flotte à la surface. Donc, les proportions sont celles-là, de 0 à 100%. Ce qui est en vert, mettons ici, c'est tout à la surface. Si on a du Cold Lake Blend, du mélange de Cold Lake, avec, en présence de particules minérales, ben, ça flotte. Si par contre tu rajoutes du dispersant, ben là tu en as une partie dans la colonne d'eau, tu en as une partie qui va dans le fond. Ça a dispersé, mais finalement tu te retrouves avec du pétrole dans 3 phases au lieu d'en avoir dans une phase. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que tu as 3 problèmes. Il y en a pas un. Tu sais qu'en Louisiane, c'est le dispersant qui était plus problématique. Hein? Oui, tout à fait. Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu à regarder les derniers jours parce que j'ai eu des courriels en province de l'Est du pays là-dessus, de l'Est du Québec. Là, puis, Dans le fond, lui, il est à éviter le plus, il ne faut pas qu'il coule au fond en premier. Puis en deuxième, si ça reste dans l'eau, c'est moins bon. Si ça flotte, c'est idéal, parce que ça se ramasse de côté facilement. Dans le fond. oui. Idéalement, c'est ça, mais quand ça flotte, souvent ça s'évapore. Fait qu'il y en a une partie qui se retrouve dans l'atmosphère. L'atmosphère, quand c'est en milieu marin, en plein milieu d'océan, ça a peut-être moins d'impact, mais près d'une ville. Ça peut-tu prendre en feu avec la concentration? Ben, ça pourrait, oui, s'il y a une étincelle, s'il y a un orage, ça pourrait arriver. Mais souvent, on trouve des feux, c'est près des plateformes, parce qu'il y a de l'activité humaine. Là, ici, c'est un exemple où on voit justement une expérience, puis tu retrouves, on voit que la colonne d'eau est plus propre, il y a des choses dedans, on a pris le temps. Là, c'est ce que je vous parlais, là. Cette semaine, la ministre de l'Environnement canadienne, Agricac, dépose un projet de loi pour permettre l'utilisation d'une famille de dispersants qu'on appelle le Corexit. Le Corexit, c'est encore là, c'est comme les additifs des produits utilisés pour la fracturation. C'est 3-4 mélanges mélangés en proportions plus ou moins connues qui s'appellent Corexit. Puis tu as le Corexit 9250, tu as le Corexit 9200, etc. C'est tout breveté, puis bon. Tu es pris avec ça, puis c'est ce qui est utilisé comme dispersant. C'est un des dispersants qui a été utilisé dans le golfe du Mexique. Le produit, la famille de produits de dispersants a été bannie par le Royaume-Uni, la Norvège et d'autres pays. Puis au Canada, on s'apprête à le légaliser. Et le Québec suit. Selon les informations que j'ai dans l'Est du Québec, le gouvernement du Québec serait déjà en train de, lui aussi, avoir un projet de loi, avec la future loi, si c'est au Canada, ils vont peut-être faire les deux en même temps, là, pour faire en sorte que ces dispersants-là soient légalisés. Donc, on a un problème, c'est pareil comme les additifs de fracturation. C'est une chose de ne pas les bannir, mais c'est encore une autre de les permettre. Et là, on est dans une situation où on est en train de permettre l'usage de dispersants dans notre fleuve et dans notre golfe. C'est pas